Aujourd'hui, je vais vous parler de contrôle qualité par apprentissage. En fait, je vais vous parler de l'industrie 4.0, l'industrie du futur. Et on va lever pas mal de choses là vis-à-vis de cette problématique. Je termine 3 ans de doctorat au laboratoire SIM à l'Université de Savoie. Je fais juste une slide d'intro sur qu'est-ce que c'est un doctorat, comment on fait un doctorat. En premier, il vous faut un diplôme de master, en tout cas en France, mais à l'étranger aussi. Ensuite, il vous faut des financements pour pouvoir vous salarier être salarié pendant 3 ans. Vous pouvez faire un doctorat pas financé, mais je crois qu'à l'Université de Savoie, c'est interdit. Il vous faut des directeurs de recherche, un directeur ou 2. Et il vous faut un sujet. Alors moi, j'ai eu la chance de postuler à différentes œuvres de doctorat, et moi, j'avais un package tout prêt, le financement, le directeur, et donc j'ai été recruté là-dessus. Et du coup, je vais vous présenter mon sujet de recherche, qui est en fait ce talk. Et c'est un problème industriel, donc on travaille avec des différentes entreprises. En fait, on cherche à réaliser le contrôle de la qualité des produits directement sur les lignes de production, donc juste après l'étape qui a fabriqué le produit. On cherche du coup à faire du contrôle à 100%, c'est pas du contrôle par prélèvement, on vient pas prendre 10% des pièces toutes les heures. Là vraiment, toutes les pièces vont passer devant le système de contrôle. Un truc très important dans l'industrie, on ne veut pas rallonger le temps de cycle. Ça veut dire qu'on ne veut pas diminuer la cadence pour faire le contrôle. Donc typiquement, moi je travaille en injection moulage des plastiques. Les cadences, elles sont, maximum c'est une pièce toutes les 30 secondes. Donc il faut un moyen de contrôle qui est en moins d'une dizaine de secondes et mesurer, discriminer la conformité de la pièce et qu'on puisse utiliser ça. Il faut également un faible coût, parce qu'en fait, aujourd'hui, les usines, il y a plusieurs machines en parallèle. Si vous voulez déployer un dispositif de contrôle sur chaque machine, ça coûte très vite. Et puis, il faut qu'il y ait un retour sur investissement intéressant pour les industriels. Et donc, comme je l'ai dit, pièces plastiques, il faut également que le système il puisse travailler sur différents types de pièces plastiques. Donc, on peut aller, par exemple, la dimension des pièces, les couleurs, les matériaux. Voilà, donc ça fait pas mal de contraintes, et donc c'était l'objet de ces 3 ans de recherche. Et donc on fait de la recherche. En fait, la recherche, c'est avant tout des questions, et il y en avait vraiment pas mal. Déjà, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'injection des thermoplastiques, quelles sont les contraintes. Donc j'ai parlé du temps de cycle, il y en a plein d'autres. On a des pièces qui vont sortir chaudes de la machine, comment on fait pour mesurer des pièces chaudes? Parfois elles sont souples. Donc à mesurer, si vous venez appuyer dessus avec un palpeur géométrique, vous déformez la pièce, donc vous ne mesurez pas la géométrie. Ensuite, qu'est-ce que c'est la qualité d'une pièce? Donc il y a des cahiers des charges. En géométrique, ça marche pas mal, on connaît bien, on a des cotations géométriques, ok. Par contre, par exemple, il y a des défauts de type aspect, et on a les cahiers des charges essayent de spécifier de plus en plus des défauts d'aspect, donc des rayures, des marques, des pollutions. Et ça, c'est très dur à spécifier. On s'intéresse à ce qui existe déjà comme système. Il y a des systèmes de contrôle par vision qui existent. On a du scan 3D, ou alors on a aussi un opérateur qui vient mesurer avec un pied à coulisse la pièce. Ça existe déjà. Peut-être on peut mieux faire. Enfin, c'était le parti pris du sujet. Et donc du coup, on a un panel technologique, et faut choisir un petit peu, arbitrer quelle technologie on va utiliser. Ensuite, une fois qu'on a réalisé nos mesures, donc pendant le temps de cycle, en moins d'une dizaine de secondes, faut réfléchir à comment on va analyser ces mesures pour, à partir des mesures brutes, dire si la pièce est bonne ou pas. Aussi une contrainte un peu d'utilisation, si on veut que le système soit déployé dans les industries et que les personnes l'utilisent, il faut qu'il soit simple à utiliser, simple à installer, parce que tout ça, ça coûte, ça rajoute au prix. Et puis enfin, on peut définir en bon ingénieur un prix acceptable, plutôt du côté commercial, pour que, avec toutes ces contraintes, on réponde aux problèmes. Donc on fait des expériences, et donc ça c'est ce que j'ai fait. Donc là typiquement, donc là vous avez une presse à injecter, je ne fais pas le détail. Déjà, le prérequis c'est qu'on a un bras robotique qui vient extraire la pièce de la machine, et donc on peut en faire ce qu'on veut après de la pièce. Aujourd'hui, les bras robotiques, ils sont majoritairement, ils existent quasiment sur toutes les machines en injection plastique, et juste après, la pièce elle est prise et elle est packagée, ou elle est mise sur un tapis roulant. Il n'y a pas d'étape de mesure à ce stade-là. Donc nous, ce que j'ai mis en place, c'est de la mesure
à partir avec l'aide du bras robotique. Voilà ce que ça donne un peu. Donc là, j'ai évalué différents moyens de mesure. Là, on avait une prise d'image visuelle, thermique aussi. Et là, j'avais essayé de mettre du scan 3D. Donc là, vous avez du scan 3D laser. Donc on doit faire des rotations, faire tourner la pièce, parce que sinon, on ne peut pas scanner les côtés. Voilà. Suite à toutes ces mesures, donc je crois que je vous... Deuxième slide, pour vous montrer un peu ce que... Donc ça, on est plutôt dans la recherche, vous voyez l'installation. C'est pas automatisé. Voilà, il y avait le PC à côté. Là, on a une image thermique qui vient d'être prise. Vous voyez la pièce arriver, elle est chaude. Scan 3D. Et donc, on va voir le résultat qui s'affiche en live, pareil sur un autre PC. Ouais. Voilà la reconstruction qui s'affiche. Donc, ça marchait pas mal du tout. C'était très encourageant. Reste à tout formaliser et surtout, reste à exploiter les mesures. Voilà les mesures qu'on peut avoir. Une image là visuelle de la pièce qui est chaude. Et puis un scan 3D de la pièce. Alors, le scan 3D, ça coûte quand même assez cher et les résultats sont pas terribles. Vous voyez des trous. Donc on n'a pas vraiment retenu cette solution. Voilà, peut-être dans l'avenir, il y aura des scanners de meilleure qualité. On passe à la problématique analyse des mesures. Donc là, un petit quiz. Voilà deux photos de pièces différentes. Laquelle est la pièce bonne, laquelle est la mauvaise? Selon vous? À gauche c'est mauvais? Ouais. Oui, voilà, on voit, elle est pas belle. Donc vous, être humain, avec des yeux, vous êtes capable de dire, bah ouais, cette pièce-là, je l'achèterai pas. En fait, c'est ça le truc derrière. Cette pièce à côté, je l'achèterai. Bon, je sais pas si vous avez besoin de boîtes plastiques, mais en tout cas, si vous en avez besoin, vous préférez celle-là plutôt que celle-là. Et donc la question, c'est comment on automatise ça? Et comment on va développer un système informatique qui va, à partir des données, donc des pixels, une grosse quantité de pixels, plusieurs millions de pixels dans l'image, comment on analyse et comment on dit si la pièce est bonne ou pas, comme vous le faites humain. Donc l'approche que j'ai choisie, en fait, c'est assez à la mode en ce moment, c'est des réseaux de convolution profond. J'ai évalué pas mal d'approches dans le cadre en 3 ans, et finalement ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est ça. Donc on va utiliser un réseau, donc un algorithme qui est un algorithme par apprentissage et qui va être préappris sur plein de données complètement différentes, une tâche différente en fait. La tâche qu'on lui demande, c'est classifie-moi 6 millions d'images, dis-moi si par exemple cette image c'est un chat, un chien, est-ce que c'est un border collie, est-ce que c'est un cocker, parce que dans la base de données, grosse base de données, il y a des races différentes d'animaux. Bref, c'est pas du tout utile, mais c'est une base de données très grosse. Et on va utiliser un réseau qui a été appris à faire cette tâche-là, et on réalise un transfert de domaine, c'est-à-dire le réseau on l'utilise, et on va réapprendre juste la fin du réseau sur notre problème à nous, qui est est-ce que la pièce est bonne ou pas. Donc finalement, ça marche très bien. Finalement, au début du réseau, on a appris un algorithme d'analyse assez générique, par exemple détecter les contours, les contrastes, et sur la fin du réseau, c'est plutôt est-ce que la pièce est bonne ou pas, ou est-ce que c'est un chat, un chien. Donc nous, on remplace juste la fin. Voilà. Pour faire ça, donc il nous faut, en fait, on a besoin de l'humain. Donc on appelle ça de l'apprentissage supervisé parce qu'on a besoin qu'il y ait un être humain qui nous dise au début, bah, ça c'est une pièce bonne, ça c'est une mauvaise. Donc on a besoin de 20 à 40 pièces pour commencer à pouvoir détecter ensuite si les pièces sont bonnes ou pas. Donc on a développé une interface où à chaque fois qu'il y a une pièce produite sur la machine, ça s'affiche. Donc c'est dans un navigateur web, et l'être humain au début il peut dire bah, cette pièce est bonne, cette pièce est mauvaise. Le système apprend en continu. Et puis, quand il y a assez de pièces, donc au bout d'une petite demi-heure, on est capable le système devient autonome. Donc c'est un transfert de connaissances, ouais. Un peu de résultats pour faire scientifique. Voilà ce qu'on a réussi aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant, c'est la base de données de validation. On n'a pas utilisé 18 pièces qui avaient été mesurées. On ne les a pas utilisées pour apprendre notre système. Donc ça c'est une base de données de validation. Et on voit que le système est capable de vous dire en fait qu'il est 100% juste, c'est-à-dire il est capable de dire si la pièce est bonne ou pas, à 100%. Donc il y a très peu d'erreurs, il y a peut-être juste une erreur là, et cette erreur là, a priori, c'est peut-être en fait une erreur de l'humain. L'humain s'est peut-être trompé quand il a noté la base.
On a d'autres résultats intéressants en fait, c'est on projette les pièces dans un espace tridimensionnel à partir de notre réseau de neurones. Et là on voit un truc intéressant, c'est que il y a finalement des paquets de pièces conformes. Les points rouges, c'est des pièces mauvaises, et les points verts, des pièces bonnes. Et finalement, ok, on a des pièces mauvaises qui sont similaires, par contre on a différents types de pièces bonnes. Ça c'est une info qu'on n'a même pas rentré dans le système et on l'obtient. Alors il y a pas mal de limites dans les systèmes par apprentissage. Et la principale limite, c'est la limite du biais du jeu de données d'apprentissage. Comment définir le biais? Par exemple, donc ça c'est une petite anecdote qui a été publiée dans un papier de recherche. C'était des personnes faisaient à peu près la même chose, mais pour détecter les cancers à partir de radiographie. Et en fait, donc le principe est le même. On a plusieurs milliers de radiographies. On demande au système d'apprendre à partir des radiographies, et il se met à apprendre avec un réseau de neurones si la personne a un cancer ou n'a pas de cancer. Et le système marche étonnamment bien, il a 100% de bonnes réponses. Et en fait, a posteriori, quelques années après, il y a quelqu'un qui a repris l'étude, et en fait, il se rend compte que toutes les personnes qui avaient le cancer ont fait leur radio le 20 novembre. Toutes les personnes qui n'ont pas le cancer, elles ont fait leur radio le 19. Sauf qu'il y a la date écrite sur l'image que le système analyse. Et donc en fait, le système, il n'avait pas du tout appris à analyser la radio, il avait appris à lire les caractères. Donc ça, c'est le biais. Et c'est un truc très très dur quand on bosse avec un système par apprentissage. Typiquement, moi, sur ma problématique, ça pourrait être, je produis des pièces mauvaises, et quand je produis mes pièces mauvaises, en fait... j'ai le tube néon qui est allumé quand mes pièces sont mauvaises, et puis je le savais pas, je l'ai pas fait quoi. Et quand les pièces sont bonnes, j'avais éteint le tube néon. Et du coup mon système il réagira au tube néon et non pas à la vraie qualité. Donc ça c'est très dur à... Bon, c'est un vrai danger, donc on parle d'intelligence artificielle, notez-le. Alors il y a des moyens qui existent pour en fait analyser si le système s'intéresse vraiment, à quoi il s'intéresse en fait pour répondre. Et c'est ce qu'on appelle en fait des cartes de science, donc des algos développés il y a quelques années. Et en fait là finalement on pondère, donc là vous voyez en fait une boîte, mais la valeur de l'influence de chaque pixel est pondérée et affichée plus clair lorsque celui-ci a été utilisé par le réseau pour en fait détecter. Donc on voit que là il y a un truc intéressant, c'est que finalement notre réseau de neurones il s'intéresse pas trop au fond de la boîte, il s'intéresse au particulier, au point central, et puis aussi un peu au bord. Et donc ça voudrait dire, ça reste du qualitatif, qu'on analyse bien une source, enfin le réseau s'intéresse bien à la pièce, et il s'intéresse pas, au fond de l'atelier, ou voilà. Ça existe, ça c'est à mettre en place, c'est important. Alors il y a d'autres limites plus pragmatiques, plutôt industrielles, et une métrique importante, c'est le taux de faux positifs de votre système de détection. Et ça, il faut être particulièrement attentif à ça. Qu'est-ce que c'est un faux positif dans notre cas? En fait, ça serait une pièce non conforme, donc qui n'est pas bonne, et qui a été classée par notre système comme bonne. Donc ça veut dire que c'est une pièce, en fait, que la pièce était mauvaise, le système l'a pas vue, et même pire que pas vue, il a dit que cette pièce était bonne. Et ça part chez le client. Donc le client, il va se retrouver avec une pièce mauvaise, alors qu'on lui a certifié qu'on contrôlait 100% des pièces. Donc ça, on n'en veut vraiment pas. Dans l'industrie, en classique, aujourd'hui on est à des exigences de 5 pièces non conformes au milieu des conformes par million. C'est du délire, c'est énorme. Et ça c'est ce qui est demandé par les cahiers des charges industriels. Nous on en est loin, puisque sur nos systèmes on a 10% d'erreurs. Donc 10% d'erreurs, ça fait 10 pièces parmi 100 qui sont faux positifs. Et donc on est mauvais, et on n'est pas au niveau requis pour l'instant pour les cahiers des charges. Il y a du travail à faire sur l'algorithme. On peut aussi faire du suivi de production à partir de nos mesures, par exemple avec un suivi multivarié de type SPC. Ça peut être intéressant. Enfin, il y a une autre limite à dépasser. Vous, humains, vous êtes capable de prendre une pièce et puis de dire cette pièce elle est bonne ou pas. En fait, vous avez appris à un modèle un peu générique de la qualité. Vous savez ce qui est beau, vous savez ce qui est mauvais. Ça, c'est super subjectif. Bon, alors vous avez peut-être des goûts différents en musique, en peinture. Mais en tout cas, en pièces plastiques, vous voyez, là, il y a une rayure. Là, je sais que la rayure, c'est pas bien, quoi.
Et ben nous le problème c'est qu'on a besoin d'apprendre sur chaque nouvelle pièce, mais on peut imaginer un jour avoir assez de données pour avoir un système, par exemple si on avait 6000 images par catégorie comme dans cette base de données là, et ben peut-être qu'on serait capable de généraliser à toute pièce, c'est-à-dire mon système il aurait appris un modèle et on lui présenterait des nouvelles pièces, il détecterait vraiment juste les rayures, plutôt que de dire la pièce non conforme qui est une rayure. Ça permet un deuxième truc, c'est que l'humain, eh ben, ça a un coût de demander à l'humain de dire si la pièce est bonne ou pas. Donc on pourrait réduire le besoin d'avoir cet humain expert. Et puis aussi réduire les biais, en fait, comme je vous en ai parlé sur les radios. Puisque l'humain, bah, il n'est pas fiable à 100%, même s'il est expert. Et parfois, il peut se tromper. En conclusion, donc au bout de 3 ans, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient un système comme ça. Donc on a inclus un éclairage qui s'allume automatiquement pour maîtriser l'éclairage. Et voilà, donc là vous voyez comme tout à l'heure. Donc on a plus de scan 3D. On vient donc toujours le même bras, voilà, qui est déjà dans les ateliers. On vient prendre la pièce. On vient faire la mesure en très peu de temps. Voilà, allumé éteint, ça prend 2 secondes. Et ça marche pas mal. Et puis on a mis ça sous forme d'un joli design. Et donc c'est cette chose qui est à côté de moi. Et donc imaginons que je veuille contrôler une pièce. Et ben hop, la pièce elle arrive devant. Voilà, c'est fait. Ok. Donc c'était rapide, ça marche. Alors ça marche, voilà, avec le taux d'erreur, mais voilà, on en est. C'est de la, voilà. Il y a pas mal de développement encore et voilà, à suivre. Merci.